Bonsoir à vous, chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées. C'est en tout cas un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. Nous parlons de cette thématique. Nos habitudes alimentaires augmentent-elles le risque de cancer? Et pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau Dr Wayne Waouga, Gemila Tououetraougo, médecin généraliste spécialisation en santé publique option nutrition. Docteur, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Mireille et merci beaucoup. Je vous en prie, docteur, en tout cas c'est un plaisir pour nous de recevoir une dame pour parler donc du cancer. Docteur, lorsqu'on parle donc de cancer, de quoi s'agit-il exactement? D'accord, quand on parle de cancer, déjà, il faudrait différencier parce que certains, quand ils entendent tumeur, ils pensent déjà au cancer. Et la définition de la tumeur, c'est une néoformation tissulaire qui est persistante, qui est autonome et qui est due à une prolifération anarchique de cellules. Et il faudrait distinguer les tumeurs bénignes des tumeurs malignes. Ce sont les tumeurs malignes que nous appelons cancer. Voilà. Donc, quand on veut définir le cancer, c'est une maladie qui est due à une prolifération anarchique de cellules, mais aussi qui peut se métastaser. Voilà. Donc, et c'est vraiment une maladie qui peut toucher toutes les parties de l'organisme. Voilà. Et pourquoi le cancer suscite-t-il autant d'inquiétude et de peur dans la population aujourd'hui? Ah oui. Déjà, il faudrait savoir que le cancer est l'une des principales causes de décès dans le monde. Et en plus de cela, elle est très silencieuse. Très silencieuse, elle peut prendre des mois et des années pour se développer. Le traitement est très coûteux et très difficile. Voilà. Tout cela voilà, ça fait vraiment peur à la population. Mais il faudrait savoir que on peut guérir du cancer. On peut guérir du cancer si elle est détectée précocement. Voilà. On peut en guérir, on peut aussi contrôler aussi son évolution. Donc, si elle est découverte de façon précoce. D'accord. Alors, existe-t-il plusieurs types de cancers et avec donc les progrès de la médecine, je vais encore poser cette question. Peut-on guérir certains cancers? Ok. Donc, il existe plusieurs types de cancers, comme nous l'avons dit plus haut. Et c'est une maladie qui peut toucher toutes les parties de l'organisme. Donc, on distingue le cancer de la peau, le cancer du foie, le cancer du côlon, le cancer de l'estomac, le cancer du col de l'utérus, le cancer du sein, le cancer de poumon. Donc, il y a vraiment une multitude de cancers. Donc, voilà. Et comme je le disais, on peut en guérir surtout si c'est découvert de façon précoce. Et aussi, on peut le contrôler avec le développement. Mais si elle a atteint aussi un stade avancé, c'est vraiment difficile. Ça devient difficile. Voilà, ça devient difficile. D'accord. Et quelles sont actuellement les principales causes ou facteurs qui favorisent l'apparition du cancer dans le monde entier? D'accord. Et comme vous l'avez dit, il faudrait distinguer les causes et les facteurs de risque. Voilà. Allez-y. Les causes principalement, selon l'OMS, qui les a classées en 3, on a les cancérogènes et physiques, les cancérogènes chimiques et les cancérogènes biologiques. Il faudrait savoir qu'il y a le facteur héréditaire qui est là, mais il y a aussi ces facteurs externes que j'ai cités là, qui vont contribuer au développement du cancer. Quand je prends par exemple les cancérogènes physiques, on a les rayons ultraviolets. Vous avez sûrement entendu parler. Voilà. Et quand je prends par exemple les cancérogènes chimiques, on a plusieurs substances, dont par exemple côté alimentaire, l'aflatoxine.
l'aflatoxine qu'on peut retrouver dans les aliments comme l'arachide et le maïs quand il est mal conservé. Donc, il va développer cette moisissure-là qui, quand l'humain le consomme, va favoriser le cancer. Voilà. On prend par exemple les substances qui sont contenues dans le tabac. Tout ça, c'est des cancérogènes chimiques. On a l'amiante, on a l'arsenic qui est un polluant de l'eau potable. Voilà. Et quand on prend maintenant les cancérogènes biologiques, ce sont les infections. Voilà, dues au virus comme le Human Papillomavirus qui est responsable du cancer du col de l'utérus. On a aussi le virus de l'hépatite B, l'hépatite C, voilà, les infections parasitaires, bactériennes. Donc, voici principalement les 3 causes de cancer, facteurs externes qui peuvent contribuer à développer le cancer. Maintenant, on a aussi les facteurs de risque. Ce sont des facteurs qui, présents, vont favoriser, augmenter le risque, voilà, de survenue de cancer. Et quand on prend cela, on met la consommation de tabac, la consommation d'alcool, on a l'inactivité physique, l'alimentation déséquilibrée et c'est un peu ça. D'accord. Docteur, comment une cellule normale de notre organisme peut-elle se transformer en cellule cancéreuse? D'accord. Et tout d'abord, les cellules normales subissent ce qu'on appelle ils naissent, ils se développent et après ils meurent. Donc, une cellule normale devient cancéreuse suite à plusieurs étapes. D'accord. Mais l'étape départ, c'est quand il y a ce qu'on appelle la lésion précancéreuse. Voilà, qui peut être due à plusieurs facteurs. Donc, les facteurs au contact de la cellule va la transformer. Donc, elle va muter et devenir une cellule anormale. Et c'est cette cellule anormale maintenant qui prolifère et qui va causer ce qu'on appelle le cancer. Voilà. Et c'est essentiellement ça dans le processus. Je ne sais pas si Oui, vous avez tout à fait répondu à la question. Parce que là, il s'agissait donc de comment une cellule normale de notre organisme peut-elle se transformer en cellule cancéreuse. Alors, docteur Ouedraogo, peut-on développer un cancer pendant plusieurs années sans pour autant présenter des signes ou des symptômes? Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible parce qu'il y a certains cancers qui prennent des mois, voire même des années, voilà, pour se développer sans signe évident. Et maintenant, quand la personne présente par exemple des signes, c'est que ça atteint un stade avancé. Donc, c'est vraiment possible de vivre avec un cancer qui se développe pendant plusieurs années. Ah oui. Alors, cette fois-ci, nous parlons de prévention et rôle du mode de vie face aux difficultés de traitement de certains cancers. Peut-on dire que la prévention demeure aujourd'hui notre meilleure arme contre cette maladie? Oui, la prévention demeure notre première arme. Et parce qu'il faudrait savoir que 30 à 50% des cancers sont évités quand on arrive à éviter ces facteurs-là, ces facteurs externes. Voilà. Donc, si on va prendre les cancers qui sont vraiment dus à l'hérédité, on aura 5 à 10% des cancers. Donc, 90 à 95% des cancers là, sont dus à la présence toujours de ces facteurs externes-là. Et donc, la prévention demeure notre première arme pour éviter le cancer. Donc, pratiquer une activité physique, avoir une alimentation équilibrée tout en évitant tout ce qui est cancérogène et voilà, éviter le tabac, éviter l'alcool.
Et surtout, éviter les boissons fruitées. Voilà, les boissons fruitées. fruitées. La remarque que je fais actuellement, la jeunesse, ça donne à des pratiques qui ne sont pas du tout ça. Ils sont très jeunes, au lieu de travailler, ils sont assis au niveau des points de kiosque, c'est pour boire de la boisson fruitée et c'est très très dangereux, pour la santé. On enregistre beaucoup de décès. Oui, les cancers de foie surtout, il y a vraiment beaucoup de conséquences de ces boissons-là. Alors, peut-on réduire significativement son risque de cancer en modifiant certaines habitudes de vie? Oui, okay. Voilà. Donc, comme on l'a dit, 30 à 50% de ces cancers-là sont évitables par notre habitude et mode de vie. Voilà. Donc, il faudrait éviter, comme je l'ai dit, de consommer le tabac, de consommer l'alcool, d'avoir une alimentation qui est équilibrée, éviter le surpoids et l'obésité. Voilà. Tout ça, c'est des facteurs qui vont venir favoriser en fait le développement du cancer. Voilà. Rester inactif, ne pas avoir une activité physique, et tout ça, c'est dangereux. Consommer des aliments transformés, surtransformés, ultra-transformés, pardon, et les boissons trop sucrées. En fait, tout ça, c'est des facteurs qui vont aussi influencer, voilà, le développement du cancer. Docteur, et quelles sont justement les habitudes alimentaires qui peuvent réellement favoriser l'apparition de certains cancers? D'accord. Précisément les habitudes alimentaires, ne pas consommer de fruits, de légumes et des fibres. Voilà. Consommer les viandes transformées, les charcuteries, voilà. C'est vraiment un facteur de risque de cancer du côlon, le cancer colorectal. Je prends par exemple le cas des aliments ultra transformés. Tout ça favorise en fait le développement du cancer. Je prends les aliments trop salés, la conservation va donner en fait ce qu'on appelle le cancer de l'estomac. Et en fait, il y a plein d'habitudes alimentaires qui conduisent à développer le cancer, comme habitude aussi le tabac pour le cancer du poumon. Voilà, l'alcool pour le cancer du foie. Et j'en passe. Et pas que ça, quand je prends le tabac, il est facteur de risque d'à peu près toutes les maladies, tous les cancers à peu près. D'accord. Docteur, nous allons à présent suivre un micro-trottoir et nous revenons pour la suite de l'émission. Oui, on achète les aliments bio. Par exemple, si je prends les milles, les maïs, les sorgho, voilà, c'est des aliments qu'on achète beaucoup. Et moi, particulièrement, chaque matin, je demande à ce qu'on me fasse une bouillie des aliments bio comme les milles. Voilà, je mange ou bien je bois ça avant de venir au service. Et je remarquais ma santé toujours parfaite. Rare que je tombe malade. Je peux atteindre 2 ou 3 ans sans tomber malade. Voilà, tout ça là, c'est à cause des aliments bio. Voilà que je consomme tous les jours dans ma famille. Oui, sûrement, parce que à la base, même les aliments bio, je pense qu'on en voit partout, voilà, dans les supermarchés, souvent dans la rue, souvent aussi dans les marchés ordinaires. Donc je pense que c'est normal qu'on en consomme parce que voilà, c'est du naturel et nous devons consommer naturel pour vraiment, tu vois, non, un bon organisme et pour le bon fonctionnement de notre corps, je peux dire. Je peux dire, voilà, en quelque sorte, les mangues et l'ananas, en quelque sorte les fruits et aussi les légumes dont particulièrement je peux dire et concombre. Voilà, il y en a plein quoi. Côté bio, il faut investir plus pour pouvoir manger bio. Parce que moi particulièrement, dans le cadre de mes études, j'ai visité un peu une ferme bio et ils nous faisaient comprendre que le prix du bio par rapport aux autres prix là, il y a un grand écart. Donc, au marché, on ne va pas aller demander à la femme si c'est du bio, on achète juste pour pouvoir manger. Oui, bien sûr, j'ai l'habitude d'acheter et de consommer les aliments bio. On a le sumbala, il y a aussi les haricots qu'on peut utiliser pour faire le gondé. On a les trucs, les feuilles
les feuilles naturelles là, comme l'oseille et tout, qu'on peut utiliser pour faire le barbena. Voilà, c'est tout ce que je connais. Par exemple, le barbena là, et il y a les feuilles qui sont là, les feuilles naturelles qui sont là. Et, par exemple, moi, personnellement, quand je suis malade, c'est le barbena que je consomme parce que je trouve que on peut pas, quand on est malade, par exemple, si tu souffres du palu, tu peux ne pas consommer l'huile. Maintenant, on peut utiliser le barbena pour manger sans l'huile. Oui, j'en ai l'habitude. Je trouve que c'est souvent plus délicieux même que ceux qui ne sont pas bio là. Et ça a beaucoup de protéines et puis de vitamines. Oui, on essaie. C'est vrai que c'est pas facile, mais pour gagner 3 repas par jour, c'est un peu compliqué. Mais bon, on essaie d'ajouter des légumes à chaque repas et puis manger des fruits bio, consommer des jus naturels pour maintenir la ligne et puis bon, avoir une meilleure santé. Nous venons donc de suivre ce micro-trottoir et nous sommes de retour sur ce plateau pour la suite de l'émission. Docteur, les aliments trop grillés, brûlés ou fumés peuvent-ils représenter un danger pour notre santé? Si oui, pourquoi? Oui, les aliments trop grillés, fumés et je dirais brûlés, oui. Voilà, tout ça peut conduire au développement du cancer. Et notamment parce que quand on prend une viande ou bien un aliment qui est trop brûlé, il y a des substances qui sont développées. Voilà, ces substances-là sont cancérogènes. Que ce soit des aliments trop cuits, que ce soit des aliments trop fumés ou trop brûlés, on a ce qu'on appelle des amines hétérocycliques qui vont se développer ou encore ce qu'on appelle les nitrosamines qui vont se développer. Et c'est tout ça en fait qui est cancérogène. Voilà. Donc à consommer de façon répétée, on tombe facilement dans le développement du cancer. D'accord. De nombreuses familles utilisent plusieurs fois la même huile de friture. Alors cette pratique présente-t-elle un risque pour la santé? Pas les ménages seulement, même les vendeuses d'attiqués, de gâteaux, je ne sais pas, etc. Exactement. D'accord. Oui, et principalement l'huile. Déjà, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs types d'huile et quand on prend chaque huile, elle n'a pas la même capacité de supporter la chaleur, je dirais, de façon compréhensible. Donc, quand on prend déjà une huile qui ne supporte pas assez la chaleur et qu'on chauffe cette huile-là, il y a déjà même ce processus d'oxydation, de polymération qui va en fait transformer l'huile. Elle va devenir oxydée et la texture même va changer. Vous allez voir que la couleur va changer. Exactement. Elle va devenir visqueuse, tout ça. En fait, ce n'est plus de l'huile qu'on consomme quand on frit plusieurs fois, qu'on utilise plusieurs fois cette huile-là. Je dirais que c'est du poison. Voilà. Voilà. Parce que c'est directement consommé et ce sont ces substances-là qui sont cancérogènes. Voilà. Elles vont provoquer ce qu'on appelle de l'inflammation chronique, si on va rentrer dans les détails. Et ça va vraiment conduire à ce qu'on ne veut pas. Donc, c'est à vraiment éviter de surchauffer l'huile. On voit que ça fume déjà, mais bon, voilà. On continue, c'est pas une bonne pratique. On espère en tout cas que le message est bien passé. Est-il prudent de consommer du thé, du café ou d'autres aliments très chauds dans des récipients en plastique, notamment les gobelets? Ça, c'est vraiment l'habitude que je vois un peu partout. Mais c'est à éviter. Pourquoi? Parce que quand on met le plastique au contact de la chaleur, il y a une migration des substances chimiques du plastique vers le produit alimentaire. Et donc, au final, c'est le plastique qu'on consomme, qui est très dangereux aussi pour l'organisme. Voilà. Donc,
déjà, beaucoup ne distinguent pas les plastiques qui sont alimentaires, la température à laquelle elle doit être en contact. Donc, c'est vraiment à éviter. C'est à éviter. Et prioriser les verres et l'inox. Voilà, ce sont des exemples que je peux vous donner. D'accord. Et je reste dans ce même registre-là. Et qu'en est-il de la conservation d'aliments chauds dans les sachets plastiques comme par exemple le thau, la cassa ou certaines bouillies? Cette pratique peut-elle représenter un risque pour la santé? Oui, justement. Et elle représente un risque notable parce que, comme je l'ai dit, ces sachets ne sont pas à usage alimentaire. Voilà. Et quand ces sachets-là sont en contact avec l'aliment, il y a cette substance-là qui va migrer vers l'aliment. Voilà. Et il faudrait savoir, c'est vrai que pour certains, pour faire, et je prends par exemple le donkunu, d'autres mettent dans le sachet et mettent dans la chaleur directement. Oui, vous voyez, pour la cuisson. C'est bien, mais elle n'est pas sans conséquence. Que ce soit ça, que ce soit le thau directement dans le sachet, que ce soit la cassa, ainsi de suite. Elle n'est pas sans conséquence. Voilà. Il faudrait peut-être partir sur le naturel. Je crois qu'on peut prendre les feuilles là, emballer, les feuilles de maïs qu'on peut utiliser. Et on minimise vraiment les risques. Voilà, on minimise les risques. Que ce soit le gonré qu'on aime faire. On utilise les feuilles. Vous voyez, autant on utilise plutôt les feuilles, voilà, que des sachets plastiques. Donc vraiment, il y a tout ça. Et comme je le dis, c'est vraiment consommer de façon répétée là qui va conduire au développement du cancer. Les pesticides et les herbicides utilisés dans l'agriculture peuvent-ils avoir des effets néfastes sur notre santé et augmenter le risque de cancer? Oui. Les pesticides, on dirait que c'est pas à usage alimentaire. Je prends une pomme par exemple qui est issue d'une agriculture où on utilise des pesticides. Même, c'est vrai que voilà, il faudrait respecter les mesures d'hygiène, nettoyer correctement le fruit ou encore le légume et pour pouvoir le consommer. Mais il arrive des fois que je prends par exemple la pomme, la peau, elle contient aussi ces pesticides-là. Voilà. Donc quand je prends les fruits, les légumes, par exemple, les choux, on demande à ce qu'on enlève les premières feuilles là qu'on jette et qu'on utilise l'intérieur. Vous voyez que ce soit la salade, etc. Et quand on prend le fruit, il y a eu une expérience que j'ai suivie où il était question d'éplucher la pomme et puis de la mixer et de l'analyser. Et aussi de prendre la pomme entière comme ça avec la peau, de la mixer et de l'analyser. Et au sortir de ça, on a vu que la pomme épluchée là contenait moins de pesticides. Comme quoi, elle contient toujours ces pesticides-là. Donc, moins de pesticides que la pomme épluchée. Donc, on verra aussi d'autres qui vont consommer la pomme avec la peau. On ne sait pas voilà, s'il y a eu contact avec les pesticides, que ce soit la main, que ce soit les aliments avec la peau. Voilà. Donc, il serait judicieux de consommer des aliments bio. Voilà. Donc, moi, je lance en même temps un cri de cœur aux agriculteurs. Voilà. Exactement. Voilà. Et on va encore rappeler que la Fondation Revie propose des aliments bio. On peut trouver par exemple de la salade bio, il y a des choux bio, qu'est-ce que je vais ajouter encore? Des champignons. Il y en a tellement. Tout est bio au niveau de la Fondation Revie. Et ils sont situés justement à Balkui. Une occasion pour nous de faire un coucou spécial au président de la Fondation Revie, président Salam Ouedraogo, qui nous suit actuellement depuis Balkui. Alors, docteur, nous poursuivons. Certaines marmites ou certains ustensiles de cuisson peuvent-ils également exposer les consommateurs à des substances potentiellement dangereuses? Oh oui, ça oui.
Et quand on prend les marmites là, au contact de la chaleur, comme toujours, il y a aussi cette migration de substances dans le repas. Donc, il est vraiment conseillé. C'est vrai que c'est pas facile, il y a un vrai problème de moyens qui se pose aussi. D'utiliser ceux en acier inoxydable, ça va vraiment limiter tout cela. Donc, il n'y a vraiment rien sans conséquence, mais bon. Effectivement. Et nos aliments locaux traditionnels tels que le niébé, le haricot, les feuilles vertes, le mil ou encore le sorgho, peuvent-ils contribuer à la prévention du cancer? Oui, les aliments locaux, je dirais oui. Parce que déjà, on a une mainmise déjà sur ce qu'on consomme et qui n'est pas transformé. Ou je dirais ultra transformé. Et quand je prends par exemple ces aliments-là, elles sont riches en fibres et tout cela contribue en fait à éviter, ce sont des facteurs protecteurs contre le cancer. Donc les aliments qui sont antioxydants, qui vont nous permettre d'éviter le stress oxydatif. Donc vraiment, je conseille de manger les produits locaux, les aliments riches en fibres, les aliments complets, les céréales complètes, et qui va nous permettre en fait de minimiser ce risque de cancer là. Et quels sont justement les signes ou symptômes qui doivent automatiquement alerter et amener une personne à consulter rapidement un professionnel de santé? Déjà, comme vous le savez, il y a plusieurs types de cancer, donc chaque signe est propre au cancer. Mais je peux donner quelques exemples de signes. Déjà, une perte de poids inexpliquée. Un amaigrissement qui est inexpliqué. Et les saignements inhabituels. Je peux prendre des saignements inhabituels. La présence d'une masse ou bien d'une grosseur peut alerter. Et aussi, on peut prendre une modification, par exemple, d'un grain de beauté. Vous le voyez, et puis après, on voit qu'il a changé carrément de forme. Et voilà, c'est vraiment, chaque cancer a un signe spécifique. Donc, si vous voyez qu'il y a quelque chose d'inhabituel, consultez. Voilà, allez voir un professionnel de la santé et il pourra vous donner des orientations. D'accord. Docteur, nous sommes à la fin de l'émission. Quels conseils pratiques donneriez-vous aux familles burkinabées pour réduire justement le risque du cancer au quotidien? D'accord, donc je donnerai principalement 5 qui vont englober la majorité. Allez-y. Déjà, il faudrait éviter de consommer le tabac et l'alcool. Voilà. Il faudrait pratiquer une activité physique régulière, avoir une alimentation équilibrée. Il faudrait aussi pratiquer ce qu'on appelle les mesures de prévention et surtout participer au dépistage précoce. Quand on lance des dépistages précoces, il faudrait participer. Voilà. Et aussi garder un poids sain, on va dire normal. Voilà. Pas de surpoids, pas d'obésité. Et quand je parle d'alimentation équilibrée, je dirais que c'est tout ce qui est... Voilà. On en a déjà parlé lors d'une de l'émission sur l'hypertension et le diabète. Exactement. Il faudrait éviter les aliments ultra transformés et les viandes transformées comme la charcuterie, dont la consommation répétée, je dirais. La consommation répétée peut occasionner le cancer. Et éviter aussi les aliments trop salés. Donc, on a utilisé le sel comme conservateur. Voilà. De façon répétée, ça aussi, ça donne le cancer, notamment le cancer de l'estomac. Et voilà, principalement, éviter les boissons trop sucrées qui vont aussi conduire au surpoids, à l'obésité, qui est aussi un facteur de risque.
D'accord. Merci bien, docteur. Nous sommes à la fin de l'émission. C'est tout pour aujourd'hui. Je vais encore rappeler le thème. Nos habitudes alimentaires augmentent-elles le risque de cancer? Et nous recevions justement sur ce plateau docteur Winwauga Djemila Touwedraogo. Elle est médecin généraliste, spécialisation en santé publique, option nutrition. Merci à vous, docteur Ouedraogo, d'être passé sur ce plateau. Merci pour ces différents éclairages. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission dénommée Ma nourriture, ma santé. On se dit bye bye et à très bientôt.